J'avais prévu maintenant de m'adresser à vous dans un moment un peu particulier, en effet, puisque à l'issue, je vais signer ma démission de la présidence de ce beau département, la remettre à Lux Traiano, qui en fera l'excellent usage de la transmettre à monsieur le préfet, en tout cas d'en transmettre copie à monsieur le préfet, cette démission prenant effet à 14 heures. Et vous savez que nous nous réunissons tout de suite après pour qu'il n'y ait pas de carence dans l'autorité territoriale. Auparavant, je voulais abuser de vos instants, essayer de ne pas être trop long quand même, et vous dire quelques mots à cette occasion. D'abord, si je quitte la présidence du département du Val d'Oise, je n'abandonne en aucune manière le département, puisque vous savez tous que, d'une part, je resterai conseiller départemental autour de cette table, mais qu'aussi, dans ma nouvelle fonction de sénateur et dans sa localisation parisienne tout particulièrement, je veux être, mais j'y reviendrai, au service du département du Val d'Oise et de sa nouvelle gouvernance, cela va de soi. Alors, au moment de quitter, finalement, les premiers souvenirs qui me reviennent sont ceux de l'arrivée. Et l'arrivée, c'est en 2011, avec, et je veux les saluer tout particulièrement, Gérard Saint-Bille et Jacques Savaria dans les deux autres rôles. Après l'élection départementale, ou plutôt du Conseil général en 2011, en effet, la majorité a changé, l'alternance s'est de nouveau déclenchée, et nous étions dans une période un peu particulière, puisqu'il nous fallait voter un budget également, dans des contraintes de temps extrêmement courtes. Je me souviens donc qu'avant même d'être élu par mes collègues, j'ai dû rencontrer avec Gérard Saint-Bille l'administration, en la personne de Jacques Savaria, à l'époque directeur des finances. Guy Kaufmann, évidemment, n'était pas encore arrivé. Et je dois dire que là, nous sommes rentrés de plein pied dans la réalité. En effet, il a fallu prendre des décisions structurantes, marquées au coin de la responsabilité. Il a fallu immédiatement, encore une fois, alors même que je n'étais pas élu à cette responsabilité, prévoir de faire face. Alors je voulais ce matin remercier Jacques Savaria et la direction des finances, bien sûr pour leurs compétences, mais vous me direz, dans une administration de ce niveau, c'est bien le moins que d'être compétent, mais surtout pour la limpidité de la démonstration et la qualité de ce qui nous a été expliqué à ce moment-là, ça a été tout à fait essentiel pour la suite. Donc je voulais l'en remercier. Et puis je voulais remercier Gérard Saint-Bille qui a été là, qui était présent, un élu compétent, responsable, loyal. Je présume que j'aurai peut-être droit cet après-midi à quelques félicitations, sait-on jamais. Alors je te mouille aussi très largement. Tu es un élu, Gérard, selon mon cœur, et je te remercie encore de tout ce que tu as fait avec moi dans cette première semaine particulièrement ardue. Et puis, vous savez, face à l'adversité, on n'a jamais rien trouvé de mieux que d'être plusieurs, et les plus nombreux possibles, pour faire face justement dans ces circonstances difficiles. Alors le ton était donné, le ton d'un mandat impératif qui était inauguré dans l'urgence, sous la contrainte financière, alors même que la baisse des dotations de l'État au département n'était pas dans le radar, et que si les dépenses sociales avaient commencé à augmenter, elles n'avaient pas encore explosé comme elles l'ont fait par la suite. La raison en était la dette extrêmement importante du département, je n'y reviens pas, et l'insuffisance de ressources pour y faire face. Alors je vais employer un terme que aucun contribuable ne peut entendre, mais que nous, en responsabilité autour de cette table, je pense, nous pouvons partager. Ce département était clairement sous-fiscalisé. Il suffisait de regarder les ratios de nos autres départements comparables pour s'en convaincre très rapidement. Alors, nous avons fait le nécessaire, bien évidemment, collectivement. Mais ce que je voulais vous dire principalement, c'était que le plus dur était à venir. Et vous en déduirez donc que la suite n'allait pas me décevoir,
les sujets financiers s'invitant sans cesse les uns après les autres. Je ne vais pas vous faire l'injure de les rappeler ici, vous avez eu suffisamment en débat. Et si j'en doutais, j'ai été vite convaincu qu'une présence quasi permanente serait nécessaire. Non pas en tant que premier de cordée, mais au moins en tant que en tête du peloton, assurant un relais. Et on dit, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le sport cycliste, que celui qui est en tête du peloton fournit 30% d'efforts supplémentaires par rapport à ceux qui sont dans la roue. Je ne sais pas quelle a été exactement la proportion de l'effort supplémentaire, mais en tout cas, il a été assez puissant, je vous le dis, et je le dis par avance à la personne qui va être appelée à me succéder cet après-midi. Il a fallu donc beaucoup de présence ici pour au moins deux choses. D'abord, pour m'approprier des dossiers souvent complexes et en tout cas toujours très divers. Un président de conseil départemental doit s'occuper, pour prendre deux exemples récents, de répondre par exemple à l'afflux des mineurs étrangers isolés, dans une croissance exponentielle que j'ai vu venir depuis 3 ans et pour laquelle j'alerte l'État depuis 3 ans. Il semble que, mais j'y reviendrai aussi, on commence à se poser la question quand même. Mais par exemple aussi à la prévention des maladies vectorielles transmises par le moustique tigre en Île-de-France qui a la mauvaise idée de s'installer sur nos beaux territoires. Il faut aussi s'intéresser à l'éducation, à la numérisation des collèges, par exemple, qui était un chantier engagé avant l'alternance et qu'il a fallu comprendre et s'approprier rapidement aussi et le développer comme nous l'avons fait, j'y reviendrai également, mais en même temps mener rapidement les opérations de concertation autour de l'avenue du Parisis qui m'ont laissé, n'est-ce pas Philippe, quelques autres, quelques souvenirs particulièrement puissants. En fait, je vous dis tout ça parce que dans un département, tout est important et les dossiers sont extrêmement variés. Ensuite, il a fallu être très présent aussi, je crois, pour rassurer. Rassurer nos personnels et nos partenaires. Restaurer un fonctionnement dans cette maison qui soit sain et efficace, car notre département, c'est une énorme machine, c'est 1,2 milliard d'euros de budget annuel, ce sont plus de 3600 salariés, et ce sont aussi et surtout des milliers de personnes fragiles, personnes handicapées, personnes âgées, enfants de l'aide sociale à l'enfance qui nous sont confiés, dont nous assumons ensemble, administration et élus, la responsabilité, et jusqu'à la responsabilité pénale, bien évidemment. Quand un nourrisson décède en centre de PMI, alors même qu'aucune faute, aucune négligence ne met le service en cause, c'est un traumatisme extrêmement fort, partagé de bas en haut de notre organisation. Et si je cite cet exemple, c'est pour insister sur la nécessité, pour faire face à de tels chocs, de disposer d'une organisation solide, efficiente, dont le carburant est la confiance et le respect. Confiance et respect des élus vis-à-vis de l'administration, confiance et respect, bien évidemment, de l'administration vis-à-vis des élus. Pour cela, il faut, entre autres, un équilibre entre ce qu'on appelle le politique, les élus et le cabinet, et les services, parce que nous concourons tous au même objectif de service public. Cet équilibre, je le revendique par les choix que j'ai faits. Tout d'abord d'un cabinet que j'ai coutume de qualifier de maigre en nombre. On peut aussi être maigre quand on regarde le spécimen, mais musclé en compétences, qui occupe toute sa place de conseil politique et de lien avec l'administration, toute sa place et rien que sa place. Choix également d'une administration solide, mais innovante, en laquelle placer toute ma confiance. Je ne crois pas
que l'élection rende l'élu soudain plus intelligent, ni immédiatement compétent. Avec le temps, ça peut finir par venir, mais ce n'est pas immédiat. Parce que tout simplement, et vous l'avez compris dans les premiers propos que j'ai tenus, tout ce que nous avons à traiter est d'une variété, si ce n'est infinie au sens strict, au moins extrêmement large. Il nous faut donc nous entourer d'expertise et la questionner. La curiosité, le doute sont le quotidien du président, de la présidente du conseil départemental. Ce doit être aussi le quotidien de tous les élus, mais plus particulièrement à ce niveau de responsabilité. Mais je vous dirais que j'ai été préparé à cela par mon exercice professionnel, où chaque jour apporte son lot de nouveautés à qui sait regarder. Chaque patient, même s'il a 4 pattes, permet de mesurer le poids de son ignorance, même après bien des années d'études et plus de 30 ans de pratique et d'expérience. Voilà pourquoi je suis porté à la modestie dans la gouvernance, non pas par une qualité innée, car j'ai été, comme tout le monde, un jeune homme sûr de lui, convaincu de tout savoir, mais ça s'est vite arrangé, mais bien évidemment par l'acquis de l'expérience. Une gouvernance modeste, certes, mais pour des objectifs de notre territoire extrêmement ambitieux. Cet équilibre entre le politique, entre guillemets, et les services doit aussi beaucoup à ceux qui sont à la tête de ces 2 branches, mais j'y reviendrai. Auparavant, je voudrais vous remercier, vous, tous mes collègues, et aussi ceux de la mandature précédente. Vous me permettrez d'avoir une pensée aussi pour tous ceux du premier mandat en tant que président. Je remercierai tout d'abord nos collègues de l'opposition. Je veux d'abord leur dire, je pense qu'ils n'en doutent pas un seul instant, mais je veux leur dire quand même que vous êtes utiles. C'est vrai qu'à 10 contre 32, la caravane finit toujours par passer. Mais je crois que vous avez eu, et je vous en remercie, l'élégance de souligner le respect de vos droits, pour l'essentiel, même si on sait bien que dans les quotidiens, il y a toujours des sujets de débat, mais que pour l'essentiel, vous avez été respectés. Et ces droits, ils ont été d'autant plus facilement respectés que j'ai le sentiment que vivre dans une démocratie comme la nôtre est un héritage, un patrimoine extrêmement précieux, un don que nous ont fait les générations précédentes, que nous devons tous préserver, toujours et en tout lieu. Et puis d'autre part, j'ai d'autant plus facilement respecté vos droits que j'ai la conviction qu'il est indispensable pour un exécutif d'avoir une vraie opposition. Et je pense d'ailleurs que réduire l'opposition nationale, comme c'est peut-être en train de se dessiner aux 2 extrêmes, serait une terrible erreur. Merci à vous donc, mesdames et messieurs du groupe d'opposition, pour cette coproduction démocratique. À mes collègues de la majorité et à ceux de la mandature précédente, je tiens à dire que je suis conscient de la chance qui a été la mienne d'avoir avec moi des gens de votre qualité et des assemblées pendant ces 22 dernières années. Croyez-moi, j'en ai présidé quelques-unes. J'ai amplifié autant que j'ai pu un mouvement commencé finalement il n'y a pas si longtemps dans notre collectivité de délégation et de décision collective. C'est vous toutes et vous tous qui m'avez, par votre investissement et votre sens des responsabilités, permis d'envisager de remplir les missions de président du Conseil général puis départemental, car quand ça vous arrive, c'est quand même un rude poids qui vous tombe sur les épaules. Et on ne peut rien faire tout seul, bien évidemment. Je ne peux avoir un mot pour chacune et chacun, pour des raisons de temps, et si je souligne l'action des uns, il serait légitime que j'en fasse autant pour tous. Et vous êtes nombreux
dans la majorité, et j'en suis particulièrement heureux et satisfait. Donc pour vous éviter de tomber d'inanition, je vais vous dire collectivement toute ma gratitude, toute ma considération et toute mon amitié, bien évidemment. Je serai le seul, et je dis cela pour lever toute ambiguïté d'un propos qui a parfois, semble-t-il, été mal compris, je serai le seul à être un conseiller départemental de 2e classe. Les élus d'opposition ne le sont pas, car ils ont la mission de s'opposer intelligemment. J'avais écrit d'abord constructivement, puis je me suis dit qu'ils préféreraient intelligemment. Et c'est une mission essentielle, je viens de le dire en toute sincérité. Par ailleurs, chaque élu de la majorité s'est vu confier un domaine de responsabilité. Je serai donc le seul sans affectation, mais le sens de mon mandat national, ou au moins un des sens principaux, sera d'être, pour la personne à qui va échoir cette redoutable responsabilité de présider notre conseil départemental, je veux être donc un relais au cœur du système parisien, une vigie au cœur de la République jacobine pour défendre à travers un lobbying déterminé, de chaque instant, les intérêts de notre Val d'Oise, quelque peu menacés aujourd'hui, et les intérêts de nos habitants, bien sûr. Vous me permettrez maintenant de remercier nos services, qui sont tous représentés ce matin, et mon cabinet. Il est d'usage pour nous, les élus, de souligner à l'occasion de la présentation de tel ou tel rapport, ça a été fait d'ailleurs tout à l'heure, la qualité du travail des services. Ce n'est pas une figure de style. Notre administration, il faut que nous en soyons tous conscients profondément, est solide. Elle peut même être brillante à l'occasion. Et cela est aussi une des conditions, bien évidemment, de notre succès. Je veux remercier chacun et chacune de nos 3600 agents qui nous permettent de faire face à nos missions. Et je veux les remercier à travers leur chef, Guy Kaufmann, directeur général des services. À travers lui, c'est avec notre administration tout entière que j'ai entretenu un dialogue de très haute qualité, basé sur le respect et la confiance, je l'ai dit, mais également la loyauté, bien sûr, et la qualité du travail fourni. Nous nous sommes, Guy Kaufmann et moi, je crois, bien complétés, chacun, bien sûr, dans son rôle. À Guy Kaufmann et à l'administration, l'expertise, l'organisation, le conseil, la coordination, c'est-à-dire, il ne faut pas l'ignorer, un travail colossal, quasi sans trêve ni répit, et aux élus, et à moi tout particulièrement, la décision et le contrôle démocratique du fonctionnement de l'administration pour lequel nos concitoyens savent nous interpeller en tant que de besoin. Alors il n'est pas rare, je l'ai constaté à bien des reprises dans des assemblées où j'ai siégé ou dans des assemblées que j'ai présidées, que certains puissent céder à la tentation, pour des raisons diverses, de dire, je cite, que c'est l'administration, en fait, qui gouverne. Ici, et en tout cas, depuis sensiblement 7 ans, les décisions structurantes ont été celles des élus, dans un niveau de délégation, encore une fois, jamais atteint jusque-là. Toutes ces décisions, je les assume en bloc parce que j'y ai été impliqué en détail. Je remercie donc Guy Kaufmann de toute l'aide avisée qu'il nous a prodiguée, de la qualité de son expertise, de la profondeur de son engagement dans le service public et avec lui de toute son administration. Et à travers lui, encore une fois, c'est l'ensemble de nos services que je veux féliciter et très sincèrement et chaleureusement remercier. Mon cabinet maintenant. Il m'est arrivé dans ma vie de faire des choix heureux. Et prendre le pari de nommer un jeune homme de 26 ans directeur de cabinet d'un département millionnaire en fut un.
précision de vocabulaire, un département millionnaire, c'est pas un département qui a beaucoup de sous, au cas où mes propos seraient là aussi déformés, c'est un département qui a plus d'1 million d'habitants et nous ne sommes pas si nombreux. La plénitude de l'engagement de Guillaume de Molien pour le Val d'Oise, la fluidité de notre relation, la maîtrise démontrée dès le premier jour dans des fonctions qu'il découvrait sont indiscutablement un des facteurs essentiels qui m'ont permis, j'avais écrit de tenir le poste, je devrais même dire de tenir le coup, tout simplement. J'y associe bien sûr Séverine Leplu, appelée depuis à d'éminentes fonctions, dont le bon sens a été aussi déterminant. Et puis Florian Jouan, qui aura fait tout mon mandat, Clément Guillemot plus récemment arrivé, et puis tous ceux, toutes celles qui sont passés et qui ont collaboré à cette aventure. Voilà, je ne vais pas entrer dans un bilan détaillé, fastidieux de ce qu'a pu être l'ensemble de ces 2 mandats, mais tout de même, je veux insister sur quelques points qui vont me laisser un souvenir plus particulier et que je veux mettre rapidement en exergue. D'abord, tout ce que nous avons fait ensemble dans le domaine de l'éducation, avec Marie-Christine, pour nos collégiens. Des collèges neufs que nous avons inaugurés, Pontoise récemment, Herblay avant, mais aussi des restructurations extrêmement importantes. Je ne sais pas si j'en ai oublié, mais j'en ai quelques souvenirs. À Fos, à Cormeilles aussi, on fait une forte restructuration et même une extension sur l'autre collège. À Argenteuil, où nous étions il n'y a pas si longtemps. Donc cet effort a été important, il va se poursuivre. La programmation est là, on en a un peu dit un mot tout à l'heure. Et je pense que cet effort, évidemment, est essentiel pour que nous imprimions fortement notre marque de priorité à l'éducation pour cet âge particulièrement important qu'est l'âge du collège. Et puis le collège, ce n'est pas seulement des collèges neufs, c'est le collège 2.0. J'ai été précis tout à l'heure en disant que la numérisation était un dossier bien engagé avant que nous ne reprenions la gouvernance en 2011. Nous avons voulu évidemment aller au bout, ce qui n'a pas été très simple, parce qu'évidemment ce sont des dossiers très complexes. Maintenant, nous avons des vidéoprojecteurs ou des tableaux numériques interactifs dans tous nos collèges. Le très haut débit, depuis cette rentrée et par la fibre pour l'année prochaine. La fibre, j'en parlerai après, bien sûr. Nous avons maintenu des actions pédagogiques. Je crois que nous pouvons revendiquer cette priorité éducation et la porter très fortement devant l'ensemble de nos concitoyens. La MDPH, chantier du premier mandat, chantier extrêmement important aussi, des services dispersés sur 3 sites différents, des dossiers qui se perdaient. Donc une décision prise, malgré la contrainte financière, de faire cet effort de construire un nouveau bâtiment ici au campus, et puis surtout de repenser complètement les processus, et de là de faire aussi intervenir la numérisation, non pas numériser pour le plaisir, et il faut à chaque fois examiner les gains réels qu'on peut en retirer de façon extrêmement précise, mais la numérisation pour faciliter le travail de nos agents en ayant repensé tous les processus dans le cadre de cette démarche qui est maintenant partie de notre identité. Je veux parler du design de service, bien évidemment. Et puis nous avons trouvé aussi en 2011 le dossier du Grand Paris. Alors je ne vais pas vous parler de la ligne 17 ni des enjeux autour de la métropole parce qu'on en a échangé le mois dernier et qu'en plus on est d'accord. Donc je me félicite, je me réjouis plutôt de cet accord et de ce portage global. Mais c'était aussi et surtout une vision du développement d'Île-de-France dans laquelle il fallait que le département du Val d'Oise existe. Et nous nous y sommes appliqués en créant 2 directions du Grand Paris. C'était aussi un choix fort, je crois. Grand Paris Est et Grand Paris Ouest. Sur les enjeux du Grand Paris Est, je vous rappelle l'avenue du Parisien. On a quand même inauguré des éléments tout au long de ces mandats, et pour lesquels nous venons de poser, non pas poser la première pierre, planter le premier arbre de la suite il y a peu, avec l'aide de la région, vous le savez. Il y a tous les efforts, toute la bataille autour
du triangle de Gonesse et de son urbanisation, et notamment avec le projet Europacifique que nous avons mené ensemble, parce que c'est l'intérêt du département que de donner un fort signal d'espoir et de développement à l'est du département, ce que nous partageons tous. Et puis enfin, je voudrais citer la mobilisation pour l'exposition universelle 2025. Certes, nous n'avons pas remporté cette compétition, il y avait à ça quelques raisons objectives, mais nous avons su nous fédérer, travailler dans l'urgence ensemble avec l'ensemble des collectivités et du monde des acteurs économiques, et c'est un acquis qui portera ses fruits forcément un jour ou l'autre. Du côté ouest, je citerai le projet de la forêt de Pirlet, qui est un projet aussi extrêmement fort et structurant pour le département, dont nous espérons prochainement un déblocage des financements. Je crois qu'on n'en a jamais été aussi proche, mais la bataille va devoir là aussi continuer. Et puis je citerai aussi les succès formidables que nous avons collectivement enregistrés sur le développement de l'enseignement supérieur dans notre département, particulièrement ici, dans la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, avec le label ICIT obtenu il y a quelques mois. Je cite ce dossier non seulement parce qu'il a une très grande force pour notre département, qu'il est d'intérêt départemental évident, mais aussi parce que c'est un modèle de ce que nous devons faire dans la collaboration entre les collectivités, dans le respect mutuel, puisque là, nous avons dû travailler avec deux autres collectivités, la ville de Cergy, la communauté d'agglomération bien évidemment, mais aussi avec le monde de l'enseignement supérieur. Et on a pu mesurer à quel point l'importance du positionnement des responsables de tout cet ensemble a été essentielle pour que ça fonctionne enfin et que nous puissions avoir cette ambition collective partagée ô combien essentielle dans le Val d'Oise. Voilà ce que nous avons essayé de faire des opportunités autour du Grand Paris au sens large. Dans les grands dossiers, je veux citer bien évidemment aussi le très haut débit, avec le schéma départemental voté en 2012. J'ai déjà à plusieurs reprises remercié notre ami Rachid Haddad. J'ai dit que je nommerais presque personne et puis je me fais piéger parce que c'est quand même lui la cheville ouvrière autour de tout cela, avec les élus en responsabilité, maintenant Pierre-Édouard Rayon. Mais c'était quand même un dossier extrêmement complexe en 2011, dans lequel il était impossible de voir clair et où nous aurions pu commettre de lourdes erreurs stratégiques, comme l'ont fait d'autres départements. Et quand je parle d'erreurs stratégiques, je parle d'erreurs à 100 millions d'euros, voire à 200 à certains endroits. Nous n'avons pas fait ces erreurs, car nous avons été bien conseillés, dans ce dossier comme dans beaucoup d'autres, je l'ai dit tout à l'heure, mais particulièrement dans celui-là. Aujourd'hui, le SMOVON a fait le choix, a pris le pari de confier la délégation de service public à TDF, un entre guillemets novice dans le domaine, mais c'est un pari gagnant, puisque vous savez que sur un chantier de 100 millions d'euros, il va nous en rester... Allez, 1,5 million, nous, département du Val d'Oise, à assumer. C'est tout à fait remarquable. Et j'ai le bonheur de dire quand même que les Yvelines, en l'occurrence, en sont réduites à nous copier. Et c'est une belle satisfaction. Voilà, en tout cas, pour le très haut débit, je considère que les choses sont sur les rails. Encore une fois, c'était importantissime. Après l'arrivée du chemin de fer et de l'électrification, il y a le très haut débit. Notre territoire ne sera pas relégué, il sera connecté, et cela avec vous tous, bien évidemment, je le revendique. Et grâce aux bons conseils qui nous ont été donnés. Sur un terrain plus politique, je me réjouis aussi de la création de l'association Grande Couronne Capitale avec les 3 autres départements de Grande Couronne. Elle nous a permis tout récemment de mettre les 7 présidents de la région Île-de-France autour d'une même table de conférence de presse. Et vous savez à quel point c'est important, je n'y reviens pas, parce que là aussi nous partageons tout cela, mais c'est quand même un fait à souligner. Et puis, dans les faits marquants de ces mandats, je veux souligner aussi la permanence de l'investissement de notre Assemblée auprès des communes, qui elles aussi jouent un rôle tout à fait plus que déterminant dans nos territoires. Engagement à travers l'aide départementale aux communes maintenue,
alors que le contexte était quand même plus que compliqué. Nous avons pris nos responsabilités et nous l'avons fait. Nous pouvons en être aussi là collectivement satisfaits. Aide aux communes qui va se trouver aussi magnifiée, augmentée par la plateforme d'ingénierie territoriale que nous avons inaugurée tout récemment, qui va continuer à s'améliorer et qui sera un outil aussi important, je n'en doute pas, auprès des décideurs municipaux. Voilà, alors j'ai forcément oublié des choses, mais à travers ce que je souligne, vous pouvez ressentir quelles ont été mes priorités, mon action avec vous tous au cours de ces presque 7 années. Alors, au terme de ce mandat, quelles sont mes convictions, et notamment après les échanges que nous venons d'avoir au congrès de l'Assemblée des départements de France à Marseille, dont je suis revenu tard hier soir. Si vous avez l'air fatigué, c'est parce que vous étiez au concert des Rolling Stones, mais moi, c'est parce que je suis rentré assez tard du congrès de l'ADF. Mes convictions, c'est que si les départements, avec leur plus-value de proximité, et en particulier dans une région gigantesque comme l'Île-de-France, 12 millions d'habitants, 31% du produit intérieur brut de la France, première région d'Europe, si le département n'était plus là, les risques de la rupture du pacte républicain seraient extrêmement forts. Alors quand on nous dit que le département est une collectivité dépassée ou une collectivité du passé, je réponds que le département est un acteur vital du pacte républicain qui a résisté d'ailleurs aux premières élucubrations de la loi NOTRe. Souvenez-vous, nous avions disparu complètement, puis partiellement réapparu, puis réapparu à 50%, puis réapparu totalement, privé d'une partie de compétences que finalement nous a pour l'essentiel restituées. Et départements ont la peau dure. Est-ce que c'est étonnant ? Bien sûr que non. Il n'y a que les petits marquis des ministères parisiens qui n'ont jamais passé le périphérique pour ne pas connaître leur histoire de France. Nous sommes nés avec la Révolution et avec les communes. Et avec les communes, nous perdurerons, je n'en doute pas. Parce que les départements aujourd'hui, avec leurs élus, avec vous et avec leurs administrations, ce sont avant tout des savoir-faire dans des domaines particulièrement délicats que sont les domaines de la solidarité, solidarité humaine, solidarité des territoires. Les départements, c'est aussi une forte capacité d'innovation. On vient de le voir à travers ce que j'ai rappelé des événements marquants de ces dernières années. Et puis les départements, c'est aussi des capacités d'expérimentation sans cesse démontrées. Donc, vous l'avez compris, je crois en l'avenir des départements. Cela ne veut pas dire que les choses devront rester figées, bien sûr, que là où les départements y trouveront du sens, ils doivent pouvoir fusionner, mais encore une fois, dans notre région gigantesque, l'échelle de nos départements, y compris du nôtre, qui est le plus petit département d'Île-de-France, mais celui qui a la plus forte croissance démographique, gardent toute leur pertinence. Sur les sujets d'aujourd'hui, que je vais donc transmettre à mon successeur que vous élirez tout à l'heure, je ne dirai encore une fois rien sur la ligne 17 et sur la métropole du Grand Paris, puisque plus que largement abordé, mais les mêmes sujets brûlants restent sur la table. Après le congrès de Marseille, je vous signale d'ailleurs que je ne peux pas vous donner les réponses du Premier ministre, puisqu'il intervient à midi. Donc nous ne savons pas encore ce qu'il va déclarer. On le saura pour cet après-midi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le ministre que j'ai entendu nous a renvoyé, bien évidemment, aux propos de son chef l'après-midi. Donc son intervention était modérément passionnante. En tout cas, quels sont les grands sujets pour les départements ? Toujours et encore, les moyens de faire face aux allocations individuelles de solidarité, bien évidemment,
Nous attendons des réponses de l'État. Nous avons, je crois, bien fait, j'en suis même à 100% convaincu, de refuser le marché de dupes qui nous était proposé dans le précédent quinquennat, à savoir recentralisation du RSA, c'est-à-dire paiement direct par l'État qui nous aurait privé d'une grande partie de notre légitimité au moment où on nous attaque. Je n'y reviens pas, mais cette recentralisation, en outre, s'accompagnait de la remontée de la totalité des moyens que nous y consacrions en 2016, année pendant laquelle nous pouvions espérer avoir atteint le maximum de la dépense. C'était donc à l'évidence un marché de dupes. Deuxième sujet brûlant pour lequel le Premier ministre devrait s'exprimer aussi, c'est l'accueil des mineurs étrangers isolés. Vous m'êtes témoin que cela fait 3 ans que j'alerte avec mes collègues les services de l'État. C'est une explosion, une augmentation exponentielle. Ça n'est pas seulement un problème financier, bien qu'il soit considérable, mais c'est aussi un problème humain et d'organisation et de risque. Les premiers incidents sont d'ailleurs déjà arrivés dans bien des départements, un sujet d'énormes risques. J'ai cru lire entre les lignes des déclarations du Premier ministre, donc relayées par l'agence France-Presse, que l'État pourrait jouer son rôle dans l'accueil, le premier accueil et la détermination de la minorité ou de la majorité. Évidemment, cela n'est pas satisfaisant dans la mesure où le prescripteur ne sera encore une fois pas en charge d'assurer la suite. On peut craindre que les reconnaissances de majorité, dans la mesure où ce sont les départements qui se colleront avec les conséquences, soient un peu faciles. En tout cas, nous attendons les propos du Premier ministre avec un grand intérêt. Ce sujet-là est un sujet essentiel qui reste sur la table, un grand enjeu pour le département. Les contrats, les pactes annoncés par le Président de la République pour 319 collectivités, je crois, représentant 80% de la dépense publique. Je ne pense pas que mon successeur accueillera à bras ouverts monsieur le préfet, lui ouvrira notre budget, lui demandera poliment quelle ligne on coupe pour remonter de l'argent à un État sans cesse plus dépensier quand nous n'avons pas les moyens de faire face aujourd'hui à nos missions. Je crois que là, il va falloir rappeler aussi sérieusement l'État à l'ordre, d'abord à la Constitution qui reconnaît nos libertés, et la simple idée d'envoyer un envoyé spécial que serait le préfet pour faire des coupes dans notre budget en lieu et place des élus qui ont la légitimité démocratique pour gérer ce département, ça me paraît totalement farfelu. Il faudra évidemment que collectivement nous sachions nous y opposer. Les fonds d'urgence, enfin, sont un sujet. Nous avons touché quelque argent au titre des fonds d'urgence au département. Il n'y a pas, à ce stade, prévu de loi de finances rectificative, qui aurait été l'occasion de reconduire un fonds d'urgence qui n'existe pas dans le budget actuel. L'engagement de l'État, du Président de la République, c'est que tant qu'il n'y a pas de règlement validé sur le financement des allocations individuelles de solidarité, les fonds d'urgence soient maintenus. Bien là, nous demandons, bien sûr, et c'est un sujet d'actualité à surveiller de très près, le vote de nouveaux fonds d'urgence pour les départements en difficulté comme le nôtre. Mais ces sujets, certes importants, sont sur la table parce que les départements existent, et ils existent parce qu'ils sont nécessaires. Nous ne sommes pas, mes chers collègues, des élus de l'ancien monde. C'est d'ailleurs une image marketing un peu éculée. Ça me rappelle d'ailleurs, ça nous renvoie quelques années en arrière quand on nous parlait de nouvelle économie, avec l'arrivée d'Internet. Je n'ai jamais cru à une nouvelle économie. Il y a des entreprises qui fonctionnent, qui gagnent de l'argent, qui ont du sens dans le service qu'elles fournissent à la collectivité et qui durent. Et puis il y en a d'autres qui disparaissent, car elles ne gagnent pas d'argent, ou car elles n'ont pas de sens, ou les deux à la fois. Il n'y a donc pas de nouvelle économie et d'ancienne économie. Il n'y a pas d'ancien monde et de nouveau monde. Et il nous faut rappeler
à l'exécutif national qu'il y a un monde réel qui n'est pas le monde virtuel vu de Paris, mais le monde réel pour lequel nous travaillons, pour nos habitants, pour nos territoires. Notre assemblée départementale est indispensable pour cela, et vous l'avez compris, je suis heureux et fier d'y avoir travaillé avec vous, et bien sûr de continuer à le faire à la place qui sera la mienne. Et pour conclure, ces propos parfois un peu graves, je voudrais terminer sur une note un peu légère parce que le destin m'a fait hier un clin d'œil. Et je voulais le partager avec vous. J'étais donc hier au Congrès des départements de France et, c'est une tradition, la présidente des Bouches-du-Rhône, à Marseille, nous a fait un cadeau à nous tous, les présidents des départements de France. Et voilà l'objet que j'ai soigneusement caché jusque-là. Vous voyez une boîte magnifique avec un coffret avec Tenon et Mortaise, pardon, j'en bafouille. Un cadeau magnifique qui doit quand même valoir moins de 150 €, donc je ne serai pas obligé de déclarer au comité de déontologie du Sénat. Et dans ce coffret, je vous donne en mille ce qu'il y a. Je vais vous les montrer, c'est trop beau. À Marseille, qu'est-ce qu'on peut offrir ? Des boules de pétanque. Alors, je coupe tout de suite les mauvais esprits qui diraient que c'est le présage de mon activité essentielle dans les prochaines années. J'ai quand même quelques autres ambitions. Mais je dis que c'est un clin d'œil du destin parce que la veille de ma sortie de fonction, ça me renvoie quelques mois avant mon entrée en fonction, puisqu'à l'époque, un grand leader de la droite départementale avait qualifié le groupe dont j'avais l'honneur d'être pourtant le président. Ce n'était pas d'ailleurs mes 3 meilleures années au département, il faut le dire. Je compatis Monsieur le Président Muller. Il nous avait qualifié d'amical bouliste. Alors, j'ai commencé mes fonctions comme président d'amical bouliste et je l'ai fini avec la seule vraie boule, c'est marqué dessus, hein, la vraie boule bleue, vraie boule de Marseille. Je trouve que c'était un clin d'œil fort sympathique et je m'en réjouis avec vous. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci.